Ma mère a crié sur moi devant toute la famille, affirmant que je devais de l'aide à ma sœur après son divorce. Je l'ai regardée et j'ai dit, peut-être qu'elle n'aurait pas dû tromper Marc. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma mère est devenu blanc. Personne ne m'a parlé depuis. Je m'appelle Sophie. J'ai 33 ans, et il y a environ 3 semaines, j'ai commis ce que ma famille qualifie du pire acte de trahison depuis que ma tante Régine a porté un maillot de l'OM lors des funérailles de mon grand-père. Sauf que ce que j'ai fait était apparemment pire que de manquer de respect aux morts, car au moins Régine est toujours invitée à Noël. Moi, je suis actuellement dans ce que je ne peux décrire que comme un exil familial. Ma mère ne répond pas à mes appels. Mon père m'envoie des SMS qui disent simplement déçu sans ponctuation, ce qui rend les choses encore pires. Et ma sœur, la personne au centre de tout cela, m'a bloqué sur toutes les plateformes connues de l'humanité, y compris LinkedIn, dont j'ignorais même qu'elle en possédait un. Mais je m'avance. Laissez-moi revenir en arrière et vous donner l'image complète. Car si je vous disais juste la chute sans la mise en place, vous me croiriez le méchant. Et peut-être que je le suis. Mais je pense qu'une fois que vous aurez entendu toute l'histoire, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, même si cela a fait exploser ma famille entière par la même occasion. Alors, voici le deal. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne assez typique dans la banlieue de Lyon. Mon père, Jean, a travaillé dans une entreprise de logistique pendant environ 30 ans. Ma mère, Marie, était assistante dentaire et a réduit son temps de travail une fois que ma sœur et moi étions à l'école. Le nom de ma sœur est Chloé, et elle a 2 ans de plus que moi. En grandissant, Chloé et moi étions proches de la manière dont le sont les frères et sœurs qui partagent une salle de bain, c'est-à-dire que nous nous supportions et nous nous amusions parfois ensemble. Mais voici le truc avec ma famille que je n'ai pas pleinement compris avant bien mes 20 ans. Chloé était la star. Pas de la manière cruelle de Cendrillon et des méchantes demi-sœurs. C'était plus subtil. Chloé était celle dont les bulletins scolaires étaient accrochés au frigo. Chloé était celle dont les récitals de danse mes parents ne manquaient jamais, tandis que mes matchs de football étaient une question de réussite ou d'échec, selon que mon père avait des heures supplémentaires. Chloé était celle qui a eu la nouvelle voiture quand elle a eu 16 ans parce qu'elle avait besoin de quelque chose de fiable, tandis que j'ai hérité d'une Peugeot 206 de 2003 avec une porte passager qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Encore une fois, rien de tout cela n'était extrême. Je n'étais pas enfermée dans un placard sous l'escalier, mais il y a toujours eu cette compréhension tacite dans notre maison que les besoins de Chloé étaient la priorité et que les miens étaient les restes. Quand le moment est venu d'aller à l'université, mes parents ont aidé Chloé avec ses frais de scolarité. Pas la totalité, mais une bonne partie. Quand ce fut mon tour, l'argent avait disparu, et on m'a dit de postuler pour des bourses et de me débrouiller. Je l'ai fait. J'ai travaillé à 2 emplois pendant mes études, obtenu un diplôme en comptabilité, et je me suis frayé un chemin vers une carrière décente. Je ne suis pas amère à ce sujet. Bon, peut-être un peu amère, mais j'ai fait la paix avec le fait que je suis l'enfant qui doit tout faire par lui-même et Chloé est l'enfant doré. C'est comme ça. Maintenant, Chloé a épousé un homme nommé Marc quand elle avait 26 ans. Marc était l'un de ces hommes qui semblaient parfaits sur le papier, beau, bon poste dans la vente pharmaceutique, conduisait un beau SUV, savait comment charmer les parents. Ma mère aimait Marc comme s'il était le fils qu'elle aurait toujours souhaité avoir, ce qui était amusant à observer en tant que sa vraie fille assise là, à table. Mon père pensait que Marc était solide. Même moi, j'aimais ce gars, honnêtement. Il était facile de parler avec lui, apportait toujours de la bonne bière au barbecue, et ne rendait jamais les choses bizarres. Ils ont eu un grand mariage. Mes parents ont aidé à le payer. J'étais témoin parce que Chloé me l'a demandé, et je dois admettre que tout cela était un bon moment. Ils ont acheté une maison dans un quartier agréable, ont pris un Golden Retriever nommé Biscuit et ont posté suffisamment de photos sur les réseaux sociaux pour vous faire croire qu'ils vivaient dans un catalogue de vie américaine saine. Pendant environ 5 ans, tout semblait bien aller. Marc et Chloé venaient au dîner de famille. Ils organisaient une fête du 4 juillet chaque année. Ma mère parlait d'eux comme s'ils étaient une étude de cas sur ce à quoi ressemble un mariage réussi.
Habituellement en me regardant, la comptable perpétuellement célibataire qui passait la plupart de ses week-ends à regarder du basket et à manger des plats à emporter. J'ai eu des relations ici et là, mais rien n'a duré. Ça ne me dérangeait pas. J'avais une bonne vie, un bon appartement, de bons amis, un travail bien rémunéré et qui ne me donnait pas envie de me jeter dans un fossé chaque matin. Tout le monde n'a pas besoin de la maison avec jardin le même jour. Puis, il y a environ 8 mois, les fissures ont commencé à apparaître. Chloé a commencé à venir seule au dîner de famille. Marc était toujours au travail tard ou en voyage pour une conférence. Ma mère ne semblait pas inquiète. Elle balayait ça et disait, c'est comme ça quand on construit une carrière. Mais j'ai remarqué des choses. Chloé avait l'air fatiguée. Pas seulement physiquement, mais le genre de fatigue qui s'installe derrière les yeux et ne part pas, peu importe combien vous dormez. Elle était plus brusque avec les gens, plus prompte à s'énerver, et elle a arrêté de poster ses photos parfaites en ligne. J'ai essayé de lui demander une fois. Nous étions chez mes parents pour un dîner du dimanche, et je l'ai surprise seule dans la cuisine pendant qu'elle remplissait son verre de vin. J'ai dit quelque chose comme « Eh, est-ce que tout va bien avec toi et Marc ?» Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre un problème de calcul différentiel sur le champ. Puis elle a dit « Tout va bien, Sophie. Occupe-toi de tes affaires. » Et c'était ça. Environ 2 mois plus tard, Chloé a annoncé qu'elle et Marc divorçaient. Elle est arrivée chez mes parents un samedi matin, mascara coulant, sac de nuit à la main, et leur a dit que c'était fini. Ma mère est entrée en mode crise totale, pleurant, la serrant dans ses bras, préparant du thé, appelant sa sœur pour obtenir de l'aide. Mon père s'est assis dans son fauteuil, l'air comme si on lui avait dit que les Girondins de Bordeaux allaient être relocalisés au Canada. Toute la famille s'est ralliée autour de Chloé comme si elle était une soldate blessée revenant de la guerre. Et regardez, je comprends. Le divorce est brutal. Je ne suis pas sans cœur. Quand j'ai entendu ça, j'ai envoyé un SMS à Chloé pour lui dire que j'étais désolée et que j'étais là pour elle si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle m'a renvoyé un emoji pouce levé, ce qui me semblait approprié pour notre relation. L'histoire qui a été racontée à la famille était la suivante. Marc avait changé. Il était devenu distant, froid et égoïste. Il avait cessé d'être un partenaire. Il s'était désintéressé du mariage. Chloé avait tout essayé, thérapie, soirée en amoureux, conversation. Mais Marc ne faisait aucun effort. Elle n'avait pas d'autre choix que de partir pour sa propre santé mentale. C'était un récit clair, un protagoniste sympathique, un méchant évident. Ma mère a gobé ça. Elle a commencé à faire référence à Marc comme « cet homme », comme s'il était un criminel de guerre. Et pendant un certain temps, j'y ai aussi cru. Pourquoi pas? Je n'avais aucune raison de douter de ma sœur. Marc ne m'a pas contacté ni personne de ma famille après la séparation, ce qui semblait confirmer l'histoire. Il avait juste disparu. Froid, n'est-ce pas? Exactement ce qu'un mari désintéressé ferait. Sauf que ce n'était pas toute l'histoire. Pas même de loin. Et j'étais sur le point de découvrir la vérité de la manière la plus inattendue possible. Mais cette partie vient plus tard. Pour l'instant, sachez simplement que la famille avait son récit. Chloé était la victime, Marc le méchant, et moi juste le frère sur le côté regardant tout cela se dérouler en mangeant des restes de gratin et en me demandant pourquoi ma famille semblait toujours avoir besoin d'une production pour se rallier. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais devenir le prochain méchant de leur histoire. Et honnêtement, je ne l'ai même pas vu venir. Donc, pendant environ 3 mois après l'annonce du divorce, la famille a fonctionné selon le récit officiel. Chloé est retournée vivre temporairement chez mes parents. Ma mère a transformé la chambre d'amis en ce qu'elle appelait l'espace de guérison de Chloé, avec de la nouvelle literie, des bougies parfumées et une pile de livres de développement personnel qu'elle a probablement commandés sur la page Instagram d'une influenceuse. Mon père a discrètement couvert le paiement de la voiture et le forfait téléphonique de Chloé parce que Chloé prétendait ne pas pouvoir se les permettre pendant qu'elle se remettait sur pied. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, bien sûr, mais c'est un schéma si ancien qu'il est pratiquement une tradition familiale à ce stade. Pendant ce temps,
ma mère a commencé à planter des graines. De petits commentaires ici et là sur la façon dont la famille doit rester unie. Comment Chloé traversait la période la plus difficile de sa vie. Comment ce serait bien si je l'appelais plus souvent, lui rendais visite plus, peut-être l'inviter à dîner pour lui remonter le moral. J'ai fait un peu de tout ça. J'ai appelé Chloé quelques fois par semaine, je l'ai invitée à manger des tacos une fois, j'ai même aidé à déménager certaines affaires de la maison qu'elle partageait avec Marc. Je n'étais pas le frère parfait, mais j'essayais. Mais ensuite, les demandes ont commencé à devenir plus importantes. Ma mère m'a appelé un jeudi soir et a dit que Chloé avait besoin d'aide pour la caution d'un appartement qu'elle avait trouvé. Elle a dit que Chloé manquait environ 3 000 € et m'a demandé si je pouvais contribuer maintenant. 3 000 €, ce n'est pas rien pour moi. Je m'en sors bien en tant que comptable, mais je ne nage pas dans l'argent. J'ai mon propre loyer, mes propres objectifs d'épargne, ma propre vie. Mais j'ai dit que j'y réfléchirais, ce qui, dans ma famille, signifie que vous avez déjà dit oui et que vous n'avez pas encore signé le chèque. Avant même de pouvoir prendre une décision, la vérité m'a trouvé. Et elle m'a trouvé de la manière la plus aléatoire imaginable. J'étais dans un bar sportif un samedi après-midi à regarder un match avec mon pote Thomas. Thomas est l'un de ces gars qui connaît tout le monde. Il pourrait entrer dans une épicerie dans un autre département et croiser quelqu'un avec qui il est allé à l'école primaire. Alors, nous sommes assis là et ce gars s'approche de notre table et dit « Salut, tu es Sophie, n'est-ce pas? La sœur de Chloé. » J'ai dit « Oui. » Il s'est présenté comme Antoine. Il a dit qu'il travaillait avec Marc dans l'entreprise pharmaceutique. Je pensais qu'il allait dire quelque chose de sympathique sur le divorce. Peut-être me demander de transmettre ses vœux ou quelque chose comme ça. Au lieu de cela, Antoine s'est assis, a commandé une bière, et a procédé à démolir toute ma compréhension des 6 derniers mois. Il m'a dit que Marc ne s'était pas désintéressé du mariage. Marc avait découvert que Chloé avait eu une liaison, pas une erreur d'un soir, pas un dérapage dû à l'alcool lors d'une soirée d'entreprise, une liaison complète de plusieurs mois avec un type nommé Antoine, qu'elle avait rencontré lors d'une fête d'anniversaire d'un ami. Antoine a dit que Marc avait été dévasté en l'apprenant, que Marc avait essayé de convaincre Chloé d'aller en thérapie, mais qu'elle avait refusé parce qu'elle ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Elle avait dit à Marc que s'il ne pouvait pas s'en remettre, c'était son problème. Marc avait finalement déménagé parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être dans la même maison avec quelqu'un qui ne reconnaissait même pas ce qu'elle avait fait. Je suis restée là avec ma bière qui se réchauffait dans la main, fixant Antoine comme s'il m'avait dit que la Terre était en fait de forme trapézoïdale. J'ai demandé comment il savait tout ça. Il a dit que Marc lui avait confié pendant le pire de la situation et que Marc était resté silencieux publiquement parce qu'il ne voulait pas salir le nom de Chloé, surtout avec sa famille. Il a dit que Marc pensait que Chloé serait au moins honnête avec ses propres parents. Clairement, cela ne s'est pas produit. J'ai remercié Antoine, lui ai serré la main, et j'ai passé le reste de l'après-midi à fixer la télévision sans regarder un seul jeu. Thomas m'a demandé ce qui n'allait pas, et je lui ai dit. Sa réponse exacte a été « Mec, c'est lourd. Tu veux un autre tour ?» Ce qui est honnêtement la chose parfaite à dire à ce moment-là. Maintenant, c'est là que les choses se sont compliquées. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Une partie de moi voulait appeler Chloé et la confronter directement. Une partie de moi voulait le dire à mes parents. Une partie de moi voulait ne rien faire du tout et faire comme si je n'avais jamais entendu parler de tout cela. Parce que voici le truc avec les secrets de famille. La personne qui les révèle n'est pas traitée comme une héroïne. Elle est traitée comme une grenade. Alors, je l'ai gardée. Pendant environ 2 semaines, je l'ai portée comme un rocher dans mon estomac. Chaque fois que ma mère appelait pour me donner des nouvelles de la recherche d'appartement de Chloé, des progrès de sa thérapie ou de son parcours, je voulais crier, mais je suis restée silencieuse. Je me suis dit que ce n'était pas ma place, que peut-être il y avait 2 versions de chaque histoire, et que je devais accorder le bénéfice du doute à Chloé. Puis ma mère m'a appelé un mercredi soir et a augmenté la pression à un niveau auquel je n'étais pas préparée. Elle m'a dit que Chloé avait trouvé un appartement mais avait besoin d'aide pour l'équiper. Elle a dit que les frais d'avocat de Chloé pour le divorce s'accumulaient.
Elle a dit que Chloé souffrait émotionnellement et financièrement et que la famille devait se serrer les coudes. Et puis elle a dit les mots qui m'ont frappé comme un camion. Elle a dit, « Sophie, je pense que tu devrais donner 10 000 € à Chloé. 10 000 €, pas prêter. Donner. » Elle a utilisé le mot « donner » très spécifiquement. J'ai failli rire. J'ai dit, « Maman, je n'ai pas 10 000 € qui traînent pour les donner à quelqu'un. » Elle a dit, « Tu as des économies, Sophie. Tu es célibataire depuis des années sans enfant. Où va ton argent ?» Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ma famille me considérait. Pas comme une personne avec mes propres objectifs financiers et limites, mais comme une ressource, un puits d'argent inexploité qui existait pour financer le prochain chapitre de Chloé. Je lui ai dit que ce montant ne me convenait pas et que j'avais déjà aidé Chloé autrement. Elle s'est tue un instant, ce qui, dans le répertoire de ma mère, signifie qu'elle charge le canon de la culpabilité. Puis elle a dit, « Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas être là pour ta sœur comme elle serait là pour toi. » J'ai voulu dire, quand est-ce que Chloé a jamais été là pour moi? Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, Chloé était en vacances avec Marc. Quand j'ai été promue l'année dernière, personne n'en a même parlé à table parce que Chloé était contrariée par quelque chose concernant son syndic d'immeuble. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Au cours des 2 semaines suivantes, la campagne de pression s'est intensifiée. Mon père m'a appelé, ce qu'il fait presque jamais, et m'a fait un discours hésitant, clairement répété, sur la façon dont la famille aide la famille et comment il m'avait élevée pour être généreuse. Ma tante Isabelle, à qui je parle peut-être 2 fois par an, m'a soudainement appelé pour me dire à quel point elle était inquiète pour Chloé et comme ce serait bien si je prenais mes responsabilités. Même ma cousine Béatrice, qui je suis presque sûre ne connaît pas mon 2e prénom, m'a envoyé un SMS disant qu'elle espérait que j'étais solidaire. C'était coordonné. Ma mère avait activé l'arbre téléphonique de toute la famille pour me culpabiliser et me faire écrire un chèque. Et tout cela était basé sur un mensonge. Chloé n'était pas la victime d'un mari froid et distant. Elle avait trompé. Elle avait fait exploser son propre mariage, laissé Marc prendre le blâme, et maintenant elle tirait financièrement sur la pitié qu'elle ne méritait pas. Chaque conversation sur l'aide à Chloé ressemblait à avaler du verre. Je connaissais la vérité. Il ne la connaissait pas. Et le fossé entre ces 2 réalités se creusait chaque jour davantage. Le pire était que je n'avais toujours pas confronté Chloé. Je continuais à me dire que je trouverais le bon moment, les bons mots. Mais honnêtement, je pense que j'avais peur, pas de Chloé, mais de ce qui arriverait à la famille une fois que la vérité éclaterait, car je savais au fond de moi qu'ils ne me remercieraient pas pour ça. Ils me blâmeraient d'avoir ruiné l'histoire qu'ils avaient tous accepté de croire. Et comme il s'est avéré, j'avais absolument raison à ce sujet. Car au moment où la vérité a finalement éclaté, elle n'a pas éclaté lors d'une conversation calme, mesurée, en tête-à-tête comme je l'avais prévu. Elle a éclaté au pire moment possible, devant le pire public possible. Et elle a éclaté parce que ma mère m'a poussé au-delà du point de rupture un dimanche après-midi dans son salon, devant tout le monde qui comptait. Mais j'y viendrai, car ce qui s'est passé ensuite mérite son propre chapitre. Alors, le dîner du dimanche a eu lieu il y a environ 3 semaines, et je dois vous planter le décor, car les détails comptent. Ma mère avait organisé un de ces dîners de famille, ce qui sonne décontracté, mais est en fait une production qui implique des places assignées, des serviettes en tissu et au moins 2 heures de commentaires passivement agressifs déguisés en conversation. Étaient présents mes parents, Chloé, ma tante Isabelle, mon oncle Daniel, ma cousine Béatrice, et moi. Ma mère avait préparé son fameux rôti de bœuf, qu'elle ne fait que lorsqu'elle veut créer une atmosphère de faux semblant de camaraderie. Le rôti est essentiellement une arme émotionnelle sous forme de gratin. Tout allait bien pendant la première heure. Nous avons mangé, bavardé, et mon oncle Daniel a raconté une histoire sur le fait d'avoir failli reculer son camion dans une boîte aux lettres, qui a duré environ 4 minutes de trop. Des trucs normaux de dîner de famille. Chloé était plus silencieuse que d'habitude, mais ma mère n'arrêtait pas d'évoquer ses progrès en matière d'appartement comme si elle était la publiciste personnelle de Chloé. Chloé a trouvé les rideaux les plus mignons. Chloé pense à acheter un nouveau canapé.
Chaque phrase était conçue pour rappeler à table que Chloé reconstruisait courageusement sa vie après que son horrible mari ait tout détruit. Je me portais bien, gardant la tête basse, mangeant du rôti, hochant la tête aux moments opportuns. Je n'avais aucune intention de dire quoi que ce soit. Je le jure sur tout ce que je possède. Je suis entrée dans cette maison avec l'intention de garder ma bouche fermée, de manger mon dîner et de partir sans incident. Puis ma mère s'est tournée vers moi. Elle avait ce regard sur son visage, celui où ses yeux s'adoucissent, mais sa mâchoire se serre, comme si elle était sur le point de délivrer un compliment et un coup de poing au ventre en même temps. Elle a dit, et je cite aussi fidèlement que ma mémoire me le permet, « Sophie, j'ai réfléchi et j'ai vraiment l'impression qu'il est temps pour toi de prendre tes responsabilités pour ta sœur. Elle traverse la chose la plus difficile qu'elle ait jamais vécue et elle a besoin de sa famille. Elle a besoin de toi. » J'ai posé ma fourchette. J'ai dit, « Maman, j'aide Chloé. Je l'appelle. Je l'ai aidée à déménager. Je l'ai invitée à sortir. Que veux-tu d'autre que je fasse ?» Elle a dit, « Tu sais de quoi je parle, Sophie. Elle a besoin d'aide financière. D'une aide réelle, pas d'un dîner dans un restaurant de tacos. Elle a besoin que son frère soit là comme un frère devrait l'être. » La table s'est tue. Tout le monde était soudainement très intéressé par son rôti. Chloé regardait son assiette, mais elle n'arrêtait pas ça. Elle ne disait pas, « Maman, laisse Sophie tranquille. » Ou, « Je n'ai pas besoin de son argent. » Elle est restée assise là et a laissé ma mère faire le travail pour elle. Mon père est intervenu. Il a dit, « Ta mère a raison, Sophie. La famille s'occupe de la famille. C'est comme ça que nous t'avons élevée. » La tante Isabelle hocha la tête comme si elle regardait un TED Talk. Béatrice me fixait avec ce regard que les gens font quand ils sont mal à l'aise, mais aussi légèrement amusés. Et j'ai senti ça monter. Cette pression dans ma poitrine que je portais depuis des semaines. La colère que j'avais avalée chaque fois que quelqu'un m'appelait au sujet des finances de Chloé. La frustration de connaître la vérité pendant que tout le monde opérait dans un conte de fées. Tout cela était là, pressant contre mes côtes comme de la vapeur dans un tuyau. J'ai dit, « Maman, je ne donne pas 10 000 € à Chloé. Je te l'ai dit. » Le visage de ma mère se contracta. Elle a dit, « Je ne te comprends pas, Sophie. Vraiment pas. Ta sœur souffre et tu es assise là à thésauriser ton argent comme s'il comptait plus pour toi que ta propre famille. » Ce mot, thésauriser, comme si j'étais un dragon assis sur une pile d'or au lieu d'une personne avec un compte d'épargne normal essayant de planifier son propre avenir. Quelque chose a craqué. Pas fort, pas dramatiquement. C'était plutôt comme une corde qui s'effilochait depuis des semaines qui a finalement cédé. J'ai regardé ma mère. J'ai gardé ma voix calme, ou du moins aussi calme que j'ai pu. Et j'ai dit, « Maman, peut-être que Chloé n'aurait pas dû tromper Marc. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Je parle d'un silence absolu, suffocant. On pouvait entendre une miette tomber sur le tapis. Le visage de ma mère est devenu blanc. Pas rouge, pas en colère. Blanc comme si le sang avait quitté son corps. La tête de Chloé a relevé et elle m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une horreur pure. La fourchette de mon père était figée à mi-chemin de sa bouche. L'oncle Daniel avait l'air de calculer mentalement l'itinéraire le plus rapide vers la porte d'entrée. La tante Isabelle a mis sa main sur sa bouche. Les yeux de Béatrice se sont agrandis et je jure l'avoir vue tendre la main vers son téléphone sous la table. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levée. Je suis restée assise là et j'ai laissé le silence faire son œuvre. Chloé a parlé la première. Elle a dit, « Que as-tu dit ?» Sa voix tremblait. J'ai dit, « Je sais pour Antoine, Chloé. Je sais que Marc ne s'est pas désintéressé. Je sais qu'il a découvert que tu trompais et que tu as refusé d'aller en thérapie. Je sais qu'il est parti parce que tu n'as même pas admis ce que tu as fait. » Chloé a regardé ma mère comme si elle attendait qu'elle règle la situation, mais ma mère était toujours blanche et figée, traitant quelque chose que son cerveau n'était clairement pas équipé pour gérer en temps réel. Puis Chloé a fait ce qu'elle fait le mieux. Elle a passé à l'attaque. Elle a dit, « Je ne savais pas de quoi je parlais. » Elle a dit, « Quiconque m'a dit ça mentait.
Elle a dit que Marc était manipulateur et avait probablement inventé ces histoires pour la faire paraître mal. Elle m'a traité d'égoïste, de cruelle et de jalouse. Jalouse comme si j'étais envieuse de son divorce. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Elle s'est levée de table et m'a pointé du doigt. Vraiment pointé du doigt comme si j'étais un chien qui se comporte mal et a crié. Je veux dire, crier. Elle a dit, comment oses-tu, Sophie? Comment oses-tu dire une chose pareille devant cette famille? Tu dois des excuses à ta sœur. Tu lui dois de l'aide. Et au lieu de ça, tu viens dans ma maison et tu répands des mensonges pour l'humilier. J'ai dit, ce ne sont pas des mensonges, maman. Elle a dit, peu importe si c'est vrai ou pas. Et cette phrase, ces 8 mots, m'ont tout dit sur ma place dans cette famille. Peu importe ce que Chloé avait fait. Peu importe que Marc ait été lésé. Peu importe que toute la famille ait été trompée. Ce qui importait, c'est que j'avais brisé la règle. J'avais perturbé le récit. J'avais fait paraître Chloé mal. Et dans ma famille, c'était le seul péché impardonnable. Je me suis levée. Je n'ai rien claqué. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise et j'ai dit, je ne m'excuse pas d'avoir dit la vérité, et je n'écrirai pas de chèque pour financer un mensonge. Puis je suis sortie. Je suis restée assise dans ma voiture dans l'allée pendant longtemps. Mes mains tremblaient, ce qui m'a surprise parce que je me sentais étrangement calme à l'intérieur, comme si la pire chose était déjà arrivée, et qu'il n'y avait plus rien à craindre. Finalement, je suis rentrée chez moi, je me suis servi un verre, et je me suis assise sur mon canapé dans le noir, me demandant si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie ou la décision la plus honnête que j'ai jamais prise. En moins de 2 heures, mon téléphone a commencé à exploser. Ma mère a envoyé un SMS, « Tu n'es pas la fille que j'ai élevée ». Mon père a envoyé, déçu. Chloé m'a envoyé un paragraphe m'insultant de tous les noms qu'elle pouvait trouver, puis m'a bloqué sur tout. Béatrice a envoyé, mec, c'était dingue, ce qui était la seule réponse qui semblait honnête. Les jours suivants, le silence s'est installé comme la météo. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de SMS. Je suis allée au travail, je suis rentrée, j'ai dîné seule, je me suis couchée. J'ai continué à vérifier mon téléphone comme une idiote, espérant que quelqu'un me contacterait, espérant que quelqu'un dirait « Eh, nous avons vérifié et tu avais raison ». Mais personne ne l'a fait. J'ai raconté à Thomas ce qui s'est passé. Il a écouté, m'a offert une bière, et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, mec. » Ça ne le semble juste pas en ce moment. Et Thomas, que Dieu le bénisse, n'avait pas tort. Ça ne semblait pas bien. J'avais l'impression d'avoir retiré la goupille d'une grenade et de l'avoir lancée dans la seule famille que j'avais. Mais quelque part au milieu de la première semaine de silence, quelque chose a changé. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. Je suis allée courir pour la première fois depuis des mois. Le poids que je portais, pas seulement le secret, mais des années d'être la deuxième priorité, commençait à se dissiper. Pas tout d'un coup. Pas dramatiquement, mais suffisamment pour que je ressente la différence. J'ai réalisé que je ne pleurais pas seulement l'explosion du dîner. Je pleurais l'idée que ma famille m'ait jamais traité équitablement. Et une fois que j'ai arrêté de prétendre que c'était vrai, tout est devenu un peu plus clair. Environ 10 jours après l'incident du dîner, quelque chose s'est passé que je n'attendais pas. Marc m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Son nom est apparu sur mon écran et je l'ai regardé pendant 3 sonneries complètes, essayant de comprendre pourquoi l'ex-mari de ma sœur m'appellerait alors que nous n'avions pas parlé depuis avant le divorce. Mais la curiosité l'a emporté, alors j'ai répondu. Marc semblait différent de ce dont je me souvenais, plus calme, plus mesuré. Il a dit qu'il avait entendu par l'intermédiaire d'Antoine que je connaissais la vérité et que cela avait causé des problèmes avec ma famille. Je lui ai dit que c'était une façon généreuse de décrire ce qui s'était passé. Il a ri, mais c'était le genre de rire qui n'a aucune joie. Il a dit qu'il voulait s'excuser, pas pour ce qui s'était passé dans le mariage, mais pour la position dans laquelle j'avais été mise.
Il a dit qu'il était resté silencieux parce qu'il pensait que Chloé finirait par dire la vérité elle-même, et il ne voulait pas être l'ex-mari qui salissait son ex-femme auprès de sa famille. Il pensait que le silence était le mouvement digne. Mais il a réalisé maintenant que son silence avait permis à une fausse histoire de s'enraciner. Et cette histoire avait mis la pression sur des gens comme moi qui ne le méritaient pas. Je lui ai dit qu'il ne me devait pas d'excuses. Il a dit qu'il en ressentait le besoin et qu'il portait beaucoup de culpabilité quant à la façon dont les choses s'étaient déroulées. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il m'a raconté des choses que je n'avais pas entendues d'Antoine, des choses qui ont peint un tableau encore plus clair. Il m'a dit que la liaison avec Antoine avait duré près de 4 mois avant que Marc ne le découvre. Il l'avait découvert parce que Chloé avait laissé son téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine une nuit pendant qu'elle était sous la douche et qu'un message était arrivé, qui n'était sans équivoque pas d'un ami. Il a dit qu'il l'avait confrontée ce soir-là. Elle avait nié au début, puis l'avait admis, mais lui avait dit que c'était de sa faute s'il n'était pas émotionnellement disponible. Il a dit qu'il avait proposé d'aller à des consultations de couple. Elle lui avait dit que les consultations étaient une perte d'argent et que s'il ne pouvait pas le gérer, peut-être qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait avoir épousé. Il a déménagé 2 semaines plus tard. La partie qui m'a le plus touchée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Marc a dit qu'après avoir déménagé, Chloé l'avait appelé et lui avait demandé s'il pouvait garder les choses secrètes. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas que sa famille connaisse la vraie raison parce que cela compliquerait les choses. Marc avait accepté parce que, malgré tout, il tenait toujours à elle et ne voulait pas faire exploser sa vie. Alors, il est resté silencieux. Il a laissé sa famille penser qu'il était le méchant. Il a absorbé tout ce blâme parce qu'il pensait que c'était la chose décente à faire. Et Chloé a pris cette décence et l'a utilisée comme une arme. Elle a construit un récit complet de victimes sur le silence de Marc et l'a utilisé pour extraire de l'argent, de la sympathie et du soutien de tout son entourage, y compris moi. Après cet appel téléphonique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La clarté. Tout avait du sens maintenant. La défensive de Chloé quand je lui ai posé des questions sur son mariage, la disparition de Marc, le lobbying agressif de ma mère pour une aide financière. Tout était construit sur une base de mensonges. Et j'avais été la seule à vouloir le dire à voix haute. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire depuis le début. J'ai contacté Béatrice. Ma cousine avait toujours été la personne la plus honnête de notre famille, probablement parce qu'elle était suffisamment éloignée du cercle intérieur pour voir les choses clairement. Je l'ai appelée et je lui ai demandé directement ce que la famille disait de moi. Elle n'a pas mâché ses mots. Elle a dit que ma mère disait à tout le monde que j'avais eu une crise au dîner et que j'avais dit des choses horribles à Chloé pour la blesser. Que j'étais jalouse de la vie de Chloé et que j'agissais parce que j'étais seule et amère. Que j'avais inventé des mensonges sur Chloé qui trompaient parce que je ne supportais pas de voir la famille se rallier autour d'elle plutôt que de moi. Je dois être honnête, ça a piqué. Pas parce que j'y croyais, mais parce que j'ai réalisé que c'était probablement comme ça que ma mère me voyait réellement. Pas comme quelqu'un qui disait une vérité inconfortable, mais comme une personne jalouse et rancunière qui voulait rabaisser sa sœur. Et peut-être que ce récit était plus facile à accepter pour ma mère que l'alternative, c'est-à-dire que son enfant doré était le méchant tout le temps. Béatrice m'a dit autre chose d'intéressant. Elle a dit qu'elle avait fait quelques recherches après le dîner parce que l'histoire du divorce ne lui avait jamais semblé cohérente. Elle avait toujours pensé que Marc semblait être un gars solide, pas le type froid et distant que ma mère décrivait. Alors, elle a contacté un ami commun qui parlait encore à Marc, et cet ami a confirmé tout ce qu'elle avait entendu. La liaison, le refus d'aller en thérapie, la dissimulation, tout. Béatrice a dit qu'elle me croyait. Elle a dit qu'elle était désolée que je traverse ça et qu'elle pensait que la famille était injuste. Elle a aussi dit qu'elle prévoyait de parler à sa mère, ma tante Isabelle, de ce qu'elle avait appris. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'impliquer, mais elle a dit qu'elle était déjà impliquée dès le moment où elle était assise à cette table de dîner à regarder ma mère me déchiqueter. Quelques jours plus tard, les choses ont commencé à changer de manière que je pouvais sentir mais que je ne pouvais pas entièrement voir. Béatrice avait parlé à Isabelle. Isabelle, apparemment, avait appelé ma mère et lui avait demandé directement s'il y avait une vérité dans ce que j'avais dit. Ma mère,
selon Béatrice, avait esquivé et s'était mise en colère, ce qu'Isabelle a pris comme une confirmation. Isabelle a ensuite appelé mon père, qui a admis qu'il avait entendu des choses, mais que ma mère ne voulait pas que personne en parle. Donc, mon père savait, ou du moins suspectait, et il s'était toujours assis à cette table et m'avait dit qu'il était déçu. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer une réconciliation selon leurs termes. J'ai réalisé que mes parents ne s'intéressaient pas à la vérité. Ils s'intéressaient à maintenir l'histoire, et quiconque menaçait cette histoire était l'ennemi, même leur propre fils. Mais voici où les choses ont pris un tournant que je n'ai vraiment pas vu venir. Le récit de Chloé a commencé à s'effilocher d'elle-même sans que j'aie rien à faire. Cela a commencé quand quelqu'un dans le cercle social de Chloé a commencé à parler d'Antoine. Apparemment, Antoine n'était pas un inconnu qui avait disparu après la liaison. Il était toujours dans le tableau. Les gens avaient vu Chloé et Antoine ensemble dans des restaurants, à un concert, en train de faire des courses. Elle sortait ouvertement avec lui, ce qui n'était pas un problème en soi puisqu'elle était divorcée. Mais l'optique de sortir publiquement avec le gars avec qui vous avez trompé, tout en disant à votre famille que votre ex-mari était la raison pour laquelle votre mariage avait échoué, c'était un regard que même Chloé ne pouvait pas renverser. Ma mère a appris l'existence d'Antoine par une de ses amies qui avait vu Chloé dans un café en train de tenir la main d'un homme qui n'était certainement pas Marc. Ma mère a confronté Chloé et Chloé lui aurait dit que ce n'était pas grave et qu'elle avait commencé à voir quelqu'un de nouveau. Ma mère, n'étant pas stupide, a demandé depuis combien de temps elle le connaissait. Chloé a hésité dans sa réponse et voilà, la forteresse a commencé à s'effondrer. Béatrice m'a tenue au courant par SMS. Elle a dit qu'Isabelle avait dit à ma mère qu'elle me devait des excuses. Ma mère aurait dit qu'elle n'était pas prête pour cette conversation. Mon père n'avait rien dit à personne, ce qui était son réglage par défaut pour toute situation nécessitant du courage émotionnel. Et Chloé était devenue silencieuse, s'était retirée des événements familiaux, et était apparemment furieuse que les gens répandent ses affaires. J'ai trouvé cette dernière partie presque drôle. Ses affaires, la vérité sur ce qu'elle avait fait n'était pas l'affaire des autres de répandre. C'était juste la vérité. Et la seule raison pour laquelle cela ressemblait à une invasion était parce qu'elle avait travaillé si dur pour l'enterrer. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas envoyé de message, je te l'avais dit. J'ai juste continué à vivre ma vie. Aller au travail, voir Thomas le week-end, courir le matin. J'avais trouvé un rythme qui me semblait stable et réel. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de devoir une explication à qui que ce soit sur la façon dont je vivais. Mais je savais qu'une conversation allait venir. Ma mère n'était peut-être pas prête, mais la vérité avait une façon de créer son propre calendrier. Et quand cette conversation a finalement eu lieu, je voulais être prête. Pas pour me battre, pas pour prouver un point, mais pour dire les choses que je gardais en moi depuis des années, pas seulement sur Chloé, mais surtout. Le favoritisme, les doubles standards, la façon dont j'avais été traitée comme un personnage secondaire dans ma propre histoire familiale. Cette conversation est venue plus tôt que je ne l'avais prévue. Et elle est venue parce que ma mère a finalement décroché le téléphone. Ma mère m'a appelé un jeudi soir, environ 3 semaines après l'explosion du dîner. Je mangeais des restes de cuisine thaïlandaise et regardais un documentaire sur un gars qui avait essayé de faire le tour du monde dans un bateau qu'il avait construit dans son garage. Ça ne s'est pas bien terminé pour lui, ce qui semblait approprié pour ma situation actuelle. Quand j'ai vu son nom sur mon écran, ma première réaction a été de laisser sonner. Mais j'ai décroché parce qu'une partie de moi, probablement celle qui voulait toujours que sa mère dise qu'elle était désolée, ne pouvait pas laisser tomber en messagerie vocale. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle a commencé par « Il faut qu'on parle, Sophie ». Sa voix était plate, comme si elle avait répété ça et vidé toute l'émotion à l'avance. Elle m'a demandé de venir samedi. Elle a dit que Chloé serait là, et mon père, et qu'il voulait s'asseoir et régler les choses en famille. Elle a dit qu'Isabelle lui avait dit des choses sur lesquelles elle avait réfléchi, et qu'elle voulait entendre mon point de vue. Cette formulation m'a dérangée. Mon point de vue. Comme si c'était un « il a dit », elle a dit, et non une question de fait. Mais j'ai accepté parce que je savais que refuser deviendrait une autre preuve que j'étais celle qui posait problème. Samedi est arrivé.
J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, je me suis assise dans l'allée une minute pour me ressaisir, puis je suis entrée. Ils étaient tous dans le salon. Papa dans son fauteuil, maman sur le canapé, Chloé dans le fauteuil près de la fenêtre, les bras croisés et le visage crispé. Personne n'a souri quand je suis entrée. Je me suis assise sur la chaise la plus proche de la porte, ce qui n'était pas une coïncidence. Ma mère a commencé. Elle a dit qu'elle avait appris des choses au cours de la semaine passée qui avaient été difficiles à entendre. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant que la situation entre Chloé et Marc était plus compliquée qu'on ne lui l'avait dit initialement. Elle a regardé Chloé quand elle a dit ça. Chloé a regardé le tapis. Puis ma mère s'est tournée vers moi et a dit quelque chose qui aurait dû ressembler à un progrès, mais qui n'en était pas un. Elle a dit, « Mais Sophie, même si ce que tu as dit est vrai, la façon dont tu l'as dit était fausse. Tu as humilié ta sœur devant la famille. Tu aurais pu venir me voir en privé. » J'ai laissé ça passer une seconde. Puis j'ai dit, « Maman, j'ai essayé de dire non en privé. Tu m'as ignoré. Tu as fait que toute la famille m'appelle pour me faire pression. Tu m'as dit que je thésaurisais mon argent. À quel moment étais-je censée avoir cette conversation calme et privée quand tu n'écoutais même pas le mot non ? » Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle a pincé les lèvres et a regardé mon père, qui faisait sa classique impression d'un homme qui souhaitait être n'importe où ailleurs sur terre. Je me suis tournée vers Chloé. Elle regardait toujours le tapis. J'ai dit, « Chloé, je dois te demander quelque chose. Pourquoi as-tu menti ? Pas seulement à eux, à moi. Je suis ta sœur. Je t'ai aidé à déménager. J'ai répondu à tes appels. J'étais prête à te soutenir dans le moment le plus difficile que tu aies jamais vécu. Et pendant tout ce temps, l'histoire n'était pas réelle. Pourquoi n'as-tu pas pu me dire la vérité ? » La pièce était si silencieuse. J'entendais l'horloge sur la cheminée tic-taquer. Chloé m'a regardé longtemps. Puis elle a dit, « Parce que j'avais honte, Sophie. » C'est ce que tu veux entendre ? J'avais honte et je ne savais pas comment le dire à qui que ce soit. Alors, j'ai raconté la version qui rendait la journée plus facile et puis ça a continué et je ne pouvais pas le reprendre. Je la crois. Je le crois vraiment. La honte est une chose puissante et je pense que Chloé ne pouvait vraiment pas faire face à ce qu'elle avait fait. Mais comprendre pourquoi quelqu'un a menti ne signifie pas que vous acceptez les conséquences de ce mensonge qui vous sont imposées. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, « Je comprends la honte, Chloé. Mais tu n'as pas juste raconté une histoire pour t'en sortir. Tu as laissé maman et papa financer ta convalescence. Tu as laissé toute la famille penser que Marc était un monstre. Tu as laissé maman me crier dessus devant tout le monde parce que je ne voulais pas lui donner 10 000 € pour financer un mensonge. Ce n'est pas de la honte. C'est de la stratégie. » Chloé a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas des larmes de performance. Ma mère a tendu la main et a posé sa main sur le genou de Chloé, ce qui m'a tout dit sur où ses instincts étaient encore. Protéger Chloé. Réconforter Chloé, même maintenant. J'ai dit, « Maman, je dois te demander quelque chose aussi. » Elle m'a regardée avec cette expression tendue qu'elle a quand elle sait qu'elle va entendre quelque chose qu'elle ne veut pas entendre. J'ai dit, « Pourquoi a-t-il toujours été comme ça ? Pourquoi Chloé a-t-elle toujours été la priorité ? Tu as payé ses études et pas les miennes. Tu as aidé à son mariage et tu ne m'as jamais demandé comment j'allais. Toute la famille a organisé un arbre téléphonique pour me faire pression pour lui donner de l'argent, mais personne ne s'est jamais soucié de moi comme ça. » Quoi ? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Puis elle a dit, « Sophie, ce n'est pas juste. Nous t'aimons toutes les deux de manière égale. » J'ai dit, « Je ne demande pas si tu m'aimes. Je demande pourquoi tu ne m'as jamais traité de la même manière, et tu sais que tu ne l'as pas fait. Tu as transformé une chambre d'amis en espace de guérison pour Chloé. Quand j'ai été promue l'année dernière, personne au dîner ne l'a même mentionné. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, Chloé était en vacances. J'ai passé toute ma vie d'adulte à être l'enfant qui va bien, celle qui n'a besoin de rien. Et la seule raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce que j'ai appris tôt que demander ne me mènerait nulle part. Mon père, qui n'avait rien dit de tout ce temps, s'est raclé la gorge.
Il a dit, Sophie, nous n'avons pas voulu te faire ressentir ça. Je pouvais dire qu'il le pensait. Il avait l'air sincèrement surpris, comme si c'était la première fois qu'il entendait tout ça. J'ai dit, je sais que vous n'aviez pas l'intention, mais vous l'avez fait. Personne n'a parlé pendant un moment. Chloé pleurait doucement. Ma mère fixait la table basse comme si elle l'avait personnellement offensée. Mon père se frottait l'arête du nez comme il le fait quand il est dépassé. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit, tu as raison sur le fait que j'ai trop insisté pour l'argent, et je suis désolée pour ce que j'ai dit sur le fait que tu n'étais pas le fils que j'ai élevé. Ce n'était pas une excuse complète. Ce n'était pas une reconnaissance du schéma plus large, mais c'était quelque chose, et je pouvais dire que cela lui coûtait cher. Chloé m'a regardée et a dit, je suis désolée d'avoir menti, Sophie. Je suis désolée de t'avoir laissé prendre le coup pour quelque chose que j'ai causé, et je suis désolée de ne jamais avoir été là pour toi comme tu l'as été pour moi. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit que c'était ok parce que ce ne l'était pas, mais j'ai dit, merci. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps, pas pour toujours, juste d'espace pour comprendre quel genre de relation je voulais avoir à l'avenir, à mes conditions. Une relation réelle où je suis traitée comme si j'avais autant d'importance que n'importe qui d'autre dans la pièce. Ma mère a un peu pleuré. Mon père m'a serré la main à la porte, ce qui semble rigide, mais c'est en fait le geste le plus émotionnel que j'en ai jamais fait. Chloé m'a serré dans ses bras et a dit, je serai là quand tu seras prête. J'ai dit, je sais. Je suis rentrée chez moi et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas eu l'impression de porter quelque chose que je ne pouvais pas poser. Le poids n'avait pas complètement disparu, mais il s'était transformé en quelque chose de gérable, quelque chose qui m'appartenait de porter à mes propres conditions. C'était il y a environ une semaine. Les choses ne sont pas réglées. Ma mère et moi avons échangé quelques SMS courts. Rien de profond, juste le début de quelque chose plutôt que la fin. Chloé et moi n'avons pas encore parlé, mais elle m'a débloqué, ce que je prends comme un bon signe. Mon père m'a envoyé un SMS qui disait « Fier de toi, ma fille ». Ces mots, sans ponctuation, mais ils signifiaient plus que tout ce qu'il avait dit depuis des années. J'ai parlé à Marc une fois de plus. Je lui ai dit que la famille connaissait maintenant la vérité. Il a dit qu'il était soulagé, pas parce qu'il voulait se venger, mais parce qu'il en avait marre d'être le méchant dans une histoire qu'il n'avait pas écrite. Je lui ai dit que je le respectais pour être resté silencieux aussi longtemps. Il a dit que la prochaine fois, il parlerait plus tôt. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas y avoir de prochaine fois. Thomas m'a emmené manger des burgers vendredi pour célébrer ce qu'il a appelé mon jour de l'indépendance émotionnelle. Il m'a acheté une carte qui disait « Joyeux anniversaire » sur le devant parce que le magasin n'en avait pas pour « Félicitations pour avoir fait exploser ta famille au rôti de bœuf ». Point valide. Je vais bien. Mieux que bien. Je ne suis plus en colère. Je ne porte plus les secrets de personne d'autre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que ma famille me voit. Pas comme l'enfant de secours, pas comme le distributeur automatique, comme Sophie, la fille qui a dit la vérité même quand toute la pièce était contre elle. Tu ne dois un mensonge à personne juste parce que la vérité les met mal à l'aise. Et tu ne dois certainement pas 10 000 € à quelqu'un pour maintenir ce mensonge en vie. Merci de m'avoir lu, tout le monde. Je vais bien. Et le rôti de bœuf était bon, au fait. Ça n'a pas changé.